handy, right? So yes, yes, for those of you who want to join us on the WOOC Lab, please follow the link in the chat. All right. Can you still see my screen? Can you still see the WOOC Lab? Yes, yes. Okay, great. You're still gonna be able to access this WOOC Lab after and answer those questions for yourself. But now that I see that more and more people are joining, 70 people for now, and there's more and more joining, I would like to give the floor to our TEI OpVet team leader. Bart, who will just say a few introduction words for everyone. Bart, can I give you the floor? Yeah, thank you very much. I hope you can hear me. Yeah, is that okay? Yes, we can all hear you. So yes, thank you very much. I was supposed to do a warm welcome. I think that Pauline has did already a very good job in warming us up for this wonderful webinar. The first webinar in what will be a long series on what is it all about, this Team Europe initiative and this opportunity-driven vet. What is it about? And we will find out in the course of the coming months and weeks. So this is a bit the idea we have. This is not an information session. It's not about just giving you information, overloading you. It's really about knowledge sharing, and I would even say knowledge creation, because there are a lot of aspects of OpVet, opportunity-driven vocational education. We don't know ourselves, so we're really eager to discuss with you, to see, to have this critical and creative moment to see what actually could it mean for all of us, and all of us coming from very different backgrounds, from public sector, private sector. This is a bit the idea we have today. So today is an introduction, and the later months we will have specific topics and also sectoral topics. So I think it's going to be one of a big, great webinar series we're going to have in the coming months. We really looking forward to your input. So it's really discussions, is exchange. So I'm going to stop now because we have wonderful speakers today. We also have an audience that is still growing, I see. So for me, this is okay for now, but really back to you, Pauline, and back to our webinar. Thank you very much. Thank you, Bart, very much for this warm welcome. Yeah, welcome again, everyone, to this first of hopefully many interesting webinars organized by the TEI OpVet. So yeah, let us start with presenting to you the agenda of today's meeting. So my slides are in French now. If you select on the top of the screen, Martina's screen, you will see the slides in English. So first, we're going to have an introduction on the TEI OpVet approach. A very short one just to kind of set the scene, let's say, and then a concrete example. What does it mean concretely with our colleague from Chad that is going to present the technical assistance that the TEI did there, the support that the TEI offered there. And then the private sector voice, so explaining to you, to us all, why the OpVet approach matters. And then a short Q&A and discussion, and then a conclusion and some nice wrap up. All right, so the objectives for today's event are really to understand concretely what it is, what this OpVet approach is about through the presentation, but also through the concrete example from Chad, as I said, and then also offer some critical thinking, foster critical reflection as well around this approach with key stakeholders. So we're very glad to be joined today by the members of the TEI OpVet Private Sector Advisory Board. We'll introduce them later on, but we're going to have a nice chat with them around that. All right. Je vais maintenant parler en français.
Donc je vous invite à activer la traduction simultanée si vous souhaitez entendre, français ou bien anglais. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que c'est, le TEI, Obvet? Vraiment, brièvement, donc l'approche Obvet, dont on parle, c'est au cœur de notre projet, la Team Europe Initiative, pour Obvet. Donc c'est un programme de 5 ans qui a été lancé en 2024, qui est financé, par la Commission européenne avec la contribution aussi de, l'Allemagne, donc de BMZ et qui est mis en œuvre par 4 agences conjointement. Donc on a Edufi de la Finlande, Enabel pour la Belgique, Expertise France et GIZ. Et donc le programme Obvet, il s'articule autour de 3 piliers qui sont chacun menés par une agence différente et de manière générale, la coordination globale est assurée par Enabel. Donc le programme comprend, un premier pilier qui est, cette, facilité d'assistante technique, sur demande, pour, vraiment pouvoir, soutenir les interventions, planifiées ou en cours, dans le domaine de la formation professionnelle et pouvoir les, réorienter ou bien les orienter vers des opportunités d'emploi, concrètes. Donc c'est vraiment le cœur de l'approche, Obvet. On a aussi un deuxième pilier qui se concentre sur des échanges régionaux et des partenariats publics-privés pour, stimuler donc ces partenariats et promouvoir cette approche, par les opportunités. Hem et donc c'est vraiment donc stimuler cette approche au niveau de l'Afrique subsaharienne, avec des bonnes pratiques, des leçons tirées, de nos programmes. Et enfin, finalement, on finance aussi des projets, et on met en œuvre des projets, donc dans la formation professionnelle, mais vraiment axés sur les opportunités, donc qui mettent en œuvre, et promeuvent cette approche, de formation professionnelle, par les opportunités. Donc, l'approche Obvet dont on parle déjà maintenant depuis, quelques minutes, qu'est-ce que c'est, exactement? Donc, c'est en fait de se dire de cette réflexion que la formation professionnelle, l'enseignement en formation professionnelle, à lui seul ne va pas créer d'emploi. Donc il faut vraiment pouvoir, lier ça à des investissements et des opportunités d'emploi concrètes, pour, aider les gens à trouver, donc un travail qu'on veut décent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on connecte, donc l'enseignement et la formation professionnelle et ce développement des compétences, pardon, aux investissements, en les rendant vraiment plus pratiques, donc en les axant sur des, véritables opportunités d'emploi, dans des secteurs clés et les chaînes de valeur, porteuses à travers l'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment, cet emploi qui est la finalité, principale du programme. Donc, on identifie ces opportunités d'emploi et ces investissements en collaboration étroite avec le secteur privé, donc pour veiller à ce que, les formations qui sont développées, aboutissent sur, de véritables emplois. Hem, donc on veut vraiment que, cette dimension compétences devienne, une, composante intégrale, vraiment un catalyseur, d'investissement, sous le Global Gateway. Donc pour développer une main-d'œuvre locale qui puisse, bénéficier directement des opportunités d'emploi créées par les investissements. Et comme je l'ai dit, donc l'emploi décent est vraiment aussi, la finalité qui, guide, le programme. Voilà, donc les étapes clés de cette approche, Obvet, donc la première étape, c'est, avec nos partenaires, on identifie des opportunités concrètes d'emploi qui sont en lien avec, des investissements en cours ou prévus dans différents secteurs. Donc on fait appel aux autorités locales, aux chambres de commerce, aux agences d'investissement, aux banques et aux entreprises, aussi, pour identifier vraiment ces investissements. Ensuite, donc, via un dialogue public-privé, on va, définir concrètement quels sont les besoins, en ressources humaines, et en compétences, pour pouvoir former la main-d'œuvre, pour ces emplois, et pour ces investissements. Hem une fois, que c'est donc, cette, étude sur les ressources humaines, nécessaires, donc, a été effectuée,
Donc, on va organiser la formation professionnelle afin de répondre concrètement aux besoins de ces entreprises. Donc, on, on fait des programmes qui sont flexibles, qui répondent vraiment aux besoins des entreprises pour pouvoir combler ce déficit de compétences. Et enfin, donc grâce à cela, on forme les personnes dans ces programmes et ces personnes, en bout de compte, ont accès à des emplois décents et donc dans les entreprises et des secteurs qui ont été ciblés. Voilà. Donc concrètement, les 3 ingrédients, pour cette approche, Obvet, c'est, vous l'avez compris, une implication très forte, du secteur privé dès le début. Et donc on maintient cette discussion et ce dialogue via des plateformes de dialogue public-privé. Ensuite, on se concentre aussi sur les investissements qui sont, créateurs d'emplois. Donc on part vraiment de ces opportunités concrètes d'emploi qui sont en lien, avec les investissements, dans les secteurs clés, du Global Gateway. On se concentre aussi, on regarde sur, toute, la chaîne de valeur. Donc on englobe, cette chaîne de valeur. Et on choisit aussi les secteurs, et les chaînes de valeur qui ont un fort potentiel, d'emploi pour être sûr qu'on ait, un impact économique et social, maximal. Voilà. C'était tout pour cette, petite présentation d'Obvet. C'était peut-être un peu, encore, technique, peut-être pas très concret. Donc pour ça, je vais passer, la parole à ma collègue Martina qui va nous introduire, le, prochain intervenant. Martina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline, et bienvenue. Je suis très contente de voir tous les participants ici. Donc maintenant que nous avons vu en théorie, c'est ce qui est en fait, en écoutant Juan Ignacio Gallardo Martin, dont Dopvet est mis en œuvre au chat. Donc Ignacio, il occupe la fonction de charge de programme services sociaux dans la section développement humain. Et il est le point focal formation professionnelle et le point d'entrée de la facilité Obvet. Merci beaucoup, Juan Ignacio, que vous nous rejoignez pour cette première webinaire. Et je te donne la parole tout de suite. Et pour les participants, si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat déjà. À toi, Ignacio. Bonjour, merci beaucoup. Première question juste, Martina, c'est vous que vous allez partager Oui. la présentation? C'est moi qui partage. Non, non, on va partager les slides Ok, en anglais et également en français. On repartage si... D'accord. Ok, donc merci beaucoup. Tu vois les slides en anglais et en français? Ça marche? Je vois les slides en en français de mon côté. J'ai choisi. Ok. Et les participants peuvent choisir anglais ou français. Comme la langue, on peut choisir aussi voir les slides en français ou anglais. Voilà. Ok. Merci. Donc, diapo, plus avancé. Parfait, merci. Oups. Donc, juste une petite introduction du contexte du Tchad. Le Tchad, c'est un des pays qui sont classés au bas de la liste des développements humains. C'est un pays où le secteur primaire est le premier pourvoyeur des emplois et où le secteur privé est faible et peu structuré. Les entreprises ont un manque de main-d'œuvre qualifiée à plusieurs niveaux techniques, mais aussi en matière de compétences transversales, soft skills. Donc, aussi important, c'est que le taux de scolarisation au niveau primaire est très bas et parmi les plus, des non-scolarisations, pardon, est très élevé
au niveau du primaire, 57%, et que les établissements professionnels, de formation professionnelle, ont des conditions de matériel et d'encadrement très faibles et ont peu de liens avec le secteur professionnel ou le secteur privé. Et dernier point, la transition vers le marché du travail est très peu efficace. Les programmes de formation sont plutôt théoriques et ils n'abordent pas la question de l'insertion. Diapo. Suite à ce contexte, on a décidé d'appeler la facilité OPVET pour nous aider à introduire et à un peu appuyer le secteur de la formation professionnelle et l'emploi pour intégrer de nouvelles méthodologies et essayer d'être plus performant parce que les expériences qu'on a eues dans le passé sont assez timides dans les résultats et on a décidé d'essayer d'être un peu plus innovateur dans l'approche. Pour cela, on a fait une analyse des opportunités. Et cette analyse nous a montré qu'il y a des opportunités intéressantes pour développer l'approche OPVET. Donc d'abord, il y a une concentration géographique sur un corridor, c'est important, vous connaissez bien, on travaille sur l'approche Global Gateway. Donc on a identifié un corridor stratégique qui va de N'Djamena, la capitale du Tchad, jusqu'au Douala, le port le plus proche. Et on a identifié 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, l'énergie, tout ce qui est bâtiment et construction et le transport logistique. On a aussi identifié une approche, c'est l'approche chaîne de valeur. Et on a eu l'appui au niveau institutionnel parce qu'il y a le plan national de développement du Tchad qui vient d'être publié, qui a identifié les investissements théoriques pour les prochaines années. On a rencontré les gens du secteur privé et les autorités locales et on a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce type d'approche. Et il y a aussi une opportunité importante, c'est qu'il y a cette facilité OPVET et qu'il y a aussi cette facilité OPVET a déjà des expériences dans le passé, peut-être pas au Tchad, mais oui ailleurs, avec le projet VET Toolbox. Et il y a aussi un fonds au niveau de l'État qui finance la formation continue des travailleurs des entreprises. C'est le FONAP. Donc, et qui a, bien sûr, des acteurs et des agences qui travaillent déjà sur le secteur de la formation professionnelle et l'emploi au Tchad. Diapo. Cependant, il y a des défis. Et des défis, c'est un premier défi identifié, c'est la sensibilisation et l'information par rapport à cette approche. On s'est rendu compte que oui, tout le monde, dès qu'on parle de l'approche OPVET et de l'appui à la formation professionnelle à l'emploi, tout le monde est très content. Mais l'approche n'est pas très connue, même parmi les agences des États membres, qui normalement sont nos principaux partenaires de mise en œuvre des actions et des projets, les ONG, les autorités, le secteur privé et le secteur éducatif. Un autre grand défi, c'est identifier les entreprises qui pouvaient mettre en place et qui pourraient être nos partenaires et quelles sont les entreprises leaders et les sous-traitants et les centres de formation partenaires dans les secteurs qu'on a identifiés pour faire les différentes actions. Il y a un problème aussi au niveau du dialogue. Il n'y a pas une plateforme de dialogue entre le secteur privé et les acteurs de la formation. Ce qui pose un problème. Il y a un problème aussi au niveau du mécanisme de suivi des investissements. Je viens de dire qu'il y a un plan de développement
un plan national de développement qui identifie des investissements théoriques, mais après, il n'y a pas un vrai mécanisme de suivi de ces investissements pour voir qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce qu'il y a de faux. Et un autre défi important, c'est les attentes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui dit, OK, d'accord, vous allez travailler avec les entreprises, vous allez travailler avec les institutions, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce que quel est notre rôle? Comment on peut bénéficier aussi des interventions et des actions de formation et d'emploi? Et important, c'est aussi comment intégrer l'éducation et faire le continuum éducation, formation professionnelle et emploi. Comme j'avais dit, le taux de non-scolarisation est très élevé, donc il y a un problème au niveau des acquis des compétences de la population si on veut après insérer dans le marché du travail. Diapo. Donc, on a proposé quelques actions. D'abord, il faut mettre une stratégie de sensibilisation et information auprès des partenaires du Tchad, soit les agences d'État membres, les ONG, les autorités, le secteur privé. Pour cela, il y a quelques actions qu'on est en train de développer avec la facilité OPVET. D'abord, élaboration d'une note stratégique pour comprendre où on doit faire, comment on doit faire et un peu comprendre, analyser le contexte. Aussi, il y a eu un appui à la formulation des projets, d'un nouveau projet qui aura une approche OPVET, qui sera un peu l'exemple sur lequel on pourrait travailler et innover. Et troisième, c'est l'appui à la révision des projets qui sont déjà en cours. Donc, on a des projets qui sont en cours, qui ont des actions, des activités de financement sur la formation professionnelle. Donc, on voudrait voir comment intégrer l'approche OPVET dans ces projets et faire aussi des études sur les profils des travailleurs. Et on a décidé de commencer sur un profil dans le secteur de l'énergie parce qu'il y a des projets qui sont en cours et qu'on voudrait voir quel type de profil est nécessaire pour identifier les besoins, pour identifier les entreprises qui pourraient être des partenaires. Il y a une autre action importante, c'est une action d'identification d'entreprises leaders et sous-traitants et des centres de formation qui pourraient devenir nos partenaires. Troisième action, c'est accompagner l'identification des plateformes de dialogue et de suivi, de dialogue entre différents acteurs, secteur privé, public, et aussi de suivi des investissements. Et l'action aussi, c'est d'essayer de faire que les différentes activités, actions innovatrices qui vont se faire au Tchad puissent aussi se mettre en relation avec d'autres actions qui vont se faire ailleurs avec l'appui de la facilité OPVET. Diapo. Et pour cela, on a identifié 5 étapes. Donc, il y a eu d'abord un appui à la formulation d'une action OPVET, action format pro. Donc, il y a eu la facilité qui nous a appuyé pour élaborer le document d'action. Ça a été entre le mois de mars et le mois de juin 2025. Ensuite, il y a eu une mission de terrain de l'équipe OPVET pour rencontrer les différents acteurs. C'est important parce que, et c'était un peu la plus grande innovation, c'est qu'ils sont partis surtout chercher le secteur privé. Le ministère, c'est important, les autorités, c'est important, mais ils sont partis voir le secteur privé. Et ça a été très bien accueilli par le secteur privé qui était un peu étonnant et qui se demandait pourquoi ils sont normalement pas intégrés et contactés. La troisième étape, c'est l'élaboration d'une note stratégique, comme j'ai dit, pour essayer de faire une analyse et voir quelles sont notre stratégie, pas que
pour le projet au PEPET, mais aussi pour les autres projets et comment on pourrait faire l'intégration. Quatrième, élaboration d'un plan d'action qui a été aussi pour identifier quels seront les besoins en assistant technique, quelle sera la durée de cet assistant technique. Et finalement, et c'est maintenant l'étape qui commence, c'est la mobilisation des appuis techniques qui vont commencer au mois d'octobre et que normalement, ils vont finir au mois de mars et qui vont accompagner et qui vont faire des actions que j'ai déjà mentionnées dans la diapo dernière. Merci beaucoup. J'espère que sa présentation vous a été utile et je reste disponible pour des questions et éclaircissements. Merci beaucoup, Ignacio. C'était très, très clair. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant, mais je vois qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant le déploiement de cette approche et ce qui illustre parfaitement que c'est assez complexe dans la pratique. Voilà. Peut-être une petite question de mon côté parce que j'ai entendu un défi et qu'il n'y a pas une structure, un vrai dialogue entre les partenaires publics public-privé. Donc, est-ce que vous planifiez aussi de mettre en place un dialogue public-privé réunissant les acteurs du secteur privé et des prestataires d'UFP et aussi le Fonds national de formation qui peut être assez utile pour ces projets. Et je vois déjà un petit commentaire sur cette Fonds national, FONAP dans le chat. Ignacio. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'essayer de travailler sur ces dialogues. Bon, surtout, on voudrait, s'il existe des plateformes qui sont déjà existantes, on va essayer d'aider à développer ces plateformes pour pouvoir établir ce dialogue. Si ces plateformes ne sont pas opérationnelles ou ne répondent pas aux besoins et l'objectif qu'on a des dialogues, on pourrait voir dans quelle mesure on peut les transformer, mais ça sera toujours avec les différents acteurs et surtout les secteurs privés et aussi focus sur les secteurs au moins d'intervention de l'Union européenne et l'équipe Europe à notre niveau. Ça sera un peu la porte d'entrée. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Ah oui, je vois... I am switching to English, non? C'est une question en français. Donc, pardon. Je vois une question, c'est comment s'est faite l'analyse des opportunités du corridor? Qui était mobilisé, qui a été consulté et combien de temps? C'est une question très intéressante d'Eliott Sotti et peut-être Ignacio peut répondre. Oui, bon... Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur les corridors. Ce n'est pas que l'Union européenne. Nous, on est en collaboration et en partenariat avec les autorités tchadiennes. C'est les autorités tchadiennes qui ont identifié ces corridors. Ça fait partie d'une stratégie de l'Union africaine qui a identifié des corridors tout au long de l'Afrique. Donc, il y a eu plusieurs études de la Banque mondiale et donc nous, on s'aligne sur ces études et sur cette stratégie qui est identifiée sur le plan national de développement du Tchad pour concentrer nos actions sur ces corridors. Il y a des choses, des bases. Le corridor concentre 40% de la population. C'est la porte d'entrée des produits, surtout maintenant avec la guerre au Soudan. Donc, tout le côté est du pays est bloqué par la guerre. Donc, on n'a pas de possibilités d'échange. Et la seule porte d'entrée qui amène les différents produits et marchandises, c'est les ports de Douala et des corridors vers le Cameroun. Donc, c'est un peu, pour simplifier, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des études qui continuent à se faire pour voir et identifier quels sont les secteurs et comment les appuyer dans le corridor. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Donc,
s'il n'y a pas de questions pour l'instant. Je vois, pardon Ah. Martina, je te coupe, je vois Alexis qui lève la main. Oui, Alexis, il a commenté. Est-ce que c'est une question, Alexis? Je vois plutôt un commentaire. Vous Sur le m'entendez? FONAP. Oui, très bien. OK, non, effectivement, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Sincèrement, ça nous donne un bon point de vue de ce qui se passe au Tchad, qu'effectivement, ce n'est pas un pays facile. Non, juste pour l'aspect de la pérennité, et je suis content que vous faites référence au FONAP, il y a une plateforme tripartite qui inclut aussi des travailleurs. Quand même, c'est important aussi de ne pas l'oublier, et qu'effectivement, le FONAP est décentralisé. Ça veut dire qu'il y a des bureaux du FONAP un peu partout dans le pays. Alors, s'il y a des initiatives, c'est toujours bien ou bien de les informer et de voir s'il y a moyen d'échanger. Je ne veux pas dire forcément travailler ensemble, mais c'est quand même une belle opportunité à ne pas oublier. Il n'y a pas si longtemps, avec le V2Box, on avait organisé la réunion de tous les fonds dans la formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest, une quinzaine, et le FONAP était venu aussi. Et ce qui est important aussi dans le cas du FONAP, eux même vont chercher la taxe de la formation professionnelle. Alors, ils ne dépendent pas d'un ministère qui va le chercher ou donner ou pas donner. Non, eux-mêmes, ils vont voir les entreprises et pour chercher la taxe, la formation professionnelle, qui est de 1,2%. Et de cette 1,2%, plus de 70% retournent vers les employeurs pour le secteur privé. Et ça, je crois que c'est quand même assez exceptionnel en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Alexis, pour cette intervention et clarification sur les fonds nationaux. Je propose de continuer parce qu'on a encore aussi le secteur privé. And at this point, I would like to switch to English as they are mostly English speaking. So I switched the slide, which is not working so well, but now you see it. So a warm welcome to our private sector advisory board members. So the TEI OPVET, our program, has a private sector advisory board that steers and guides our program and projects. So OPVET, the core part is the private sector engagement. It is really very important that they are fully on board, co-design and co-implement skills development and human resource development action. So that's why it is so important to hear from the private sector themselves why OPVET matters, what are the challenges and the opportunities. So we have today 4 members. It's Birgit Nevalla from Finn Partnerships working in the sector of employment and investment promotion. We have Marina Nobu from OHEL International in the sustainable construction sector, calling in from Côte d'Ivoire. We have Caroline Welzel from Bayer, the pharma industry, and Menno van der Kamp, Brussels Airline in the transport sector. So I am very, very keen to hear now from you what is in for you, what are the challenges, and I would like to do a little round of questions, starting with you, Birgit. Can you tell us what the main reasons were for you and Finn Partnership to engage in OPVET? And what sets this OPVET approach apart from traditional approaches and why it matters? The floor is yours, Birgit. Thank you very much, Martina, and thank you for this opportunity to me to be here and answer these questions. I'm a director of Finn Partnership Program, which is a program of Finnish Foreign Ministry. And our program gives grants to Finnish businesses to start long-term business like joint ventures, small investments in emerging markets. We have been here since 2006. It has been a learning journey, how to teach companies to play with the same rules as other ODA recipients. So, but now this program is rather popular here in Finland. We support around 100 private sector projects per year. And vocational training and how to get
skilled employees is really a bottleneck, and that's why I chose to be here, and I appreciate a lot that I was chosen to be in the group, because we have quite long experience. Of course, with us, the companies are the ones who are actually the driving force. So we have integrated our instruments so that the capacity building is one part of the grant, and they can also make, a Finnish company can make a joint project with educational institution. I can add one link to a chat from a Normet company from India with a college from Finland, and we also made a study among the employees there at Normet factory, and they were extremely happy for the jobs. And what makes this different VET in general, before FinnPartnership, I worked with an NGO. We worked together with ADPP Mozambique and Angola and DAPP Malawi, and we built vocational schools and vocational education projects there. And I saw also that side, and I learned how important it is for vocational education institutions to interact with companies, let them be local companies or European companies or wherever. And first time I saw this like opportunity-driven VET was one school in Nacala, Mozambique, and they had started a short course with refrigerating systems and cooling systems, because there were a couple of companies in Nacala that really needed them. And I thought that, okay, this makes really sense. And now I'm pushing this agenda also through FinnPartnership, and hopefully I'm helpful here also in this group. Thank you. Thank you so much, Birgit. And I thanks also for the concrete example. And indeed, it's not about long, extensive training programs always. It can be short, tailored. The most important thing, employers on site meet the staff and employ them after. So this is in a nutshell really the essence of OPVET. Thank you for these insights. Next one on the slide is Marina Nobu. Je vais parler en français ici un moment. Donc, chère Marina, merci de participer ici, et j'ai aussi quelques questions pour toi. Et une question, quels sont les principaux défis rencontrés par votre entreprise et secteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et en quoi OPVET peut-il y répondre? Donc, la parole est à toi, Marina, et merci de participer. Merci. Bonjour, chers tous. Je suis très contente de faire partie de cette cohorte. Voilà. Et donc, pour nous, en Côte d'Ivoire, nous avons de nombreux défis, voilà, pour pouvoir s'imposer. Et donc, d'abord, le premier problème que nous rencontrons, c'est le manque de sensibilisation. Donc, je pense que la population n'est pas très sensibilisée, hein, au problème de formation. Le deuxième problème, c'est la main-d'œuvre non qualifiée. Voilà. Et donc, au niveau des études, on apprend, on donne des compétences, mais au niveau du secteur privé, les employeurs n'ont pas les compétences qu'ils auraient souhaité avoir. Donc, cela fait qu'il y a un déphasage entre la formation dans les écoles professionnelles, dans les écoles supérieures, et ce que les employeurs recherchent effectivement. Et donc après, il y a le problème de l'accès au financement pour des projets. Surtout les projets écologiques, les gens ne connaissent pas vraiment. Et donc, c'est très limité d'avoir un financement
avec tellement de conditions qu'on donne avant d'avoir un financement pour pouvoir développer un projet. Et puis, je peux aussi citer la faible reconnaissance institutionnelle, voilà des solutions qu'on propose. Normalement, l'État veut tout prendre, veut faire la formation, mais en même temps, au niveau du secteur privé, nous avons des besoins. Et ces besoins ne sont pas forcément pris en compte par la formation donnée dans les écoles. Donc ça constitue vraiment un gros problème. Donc, je pense qu'en termes de défis pour les entreprises privées, c'est cela. Je vais me répéter. Il y a d'abord la main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, donc il faut renforcer les compétences. Il y a aussi le problème d'accès au financement pour faire des formations plus pointues, bien pour organiser même des formations sur le terrain. Et il y a vraiment aussi un manque de sensibilisation parce que même ceux qu'on doit former doivent aussi être sensibilisés. Parce que l'année dernière, nous avons fait cette expérience-là avec Expertise France, où nous avons formé 100 jeunes en Côte d'Ivoire. Et la formation consistait à leur donner un nouveau métier, le métier euh, de spécialité en BTCS, en bloc de terre comprimé stabilisé, un métier vert. Mais ce que nous avons rencontré, c'est que les jeunes, même aussi, il y a beaucoup qui n'étaient pas très motivés parce qu'ils attendent recevoir d'abord une rémunération avant de commencer à se former. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire au niveau même de la jeunesse, des personnes qu'on veut former. Et puis, étant donné que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, il faut maintenant trouver justement des entreprises, il faut mobiliser les entreprises privées qui sont aptes à donner des formations, voilà, pour faire un peu école en même temps apprentissage et puis en même temps la théorie et la pratique. Et puis, bon, j'ai parlé aussi du problème de financement même à tout point de vue. Voilà un peu pour moi les défis que, voilà, qui se présentent aux entreprises privées. Merci pour partager les défis de votre entreprise. Et je vois une petite question d'Alexis dans le chat. Et encore une deuxième question. Peut-être on va poser juste rapidement la question si, parce qu'un défi, c'est le financement. Et Alexis, il demande si vous travaillez avec le fonds de développement, donc le FDFP. Oui, le FDFP. Oui, si ils sont déjà inclus ou si vous et l'entreprise et bon, utilisez. Oui, je comprends la question. Oui. Donc, lorsque moi j'ai rencontré le FDFP, déjà, ils avaient dit qu'ils ne travaillaient pas directement avec les entreprises privées. Eux, ils travaillent directement sur les projets étatiques. Donc, ils m'ont plutôt orienté vers Proparco. Et donc, j'ai rencontré Proparco. Proparco m'a dit qu'ils accompagnaient les entreprises qui avaient déjà un chiffre d'affaires je crois, de 1000 euros, d'1 million d'euros, je crois. D'1 million d'euros. Donc, ça dit qu'en CFA, ça fait 1 milliard. À peu près, non, 600 millions, à peu près. Et donc, en son temps, j'avais pas encore le chiffre d'affaires de de 1 million d'euros. Donc, je ne pouvais pas être prise en compte. Et c'est vraiment le problème aussi des PME en Côte d'Ivoire. Si on veut les accompagner et qu'on met en place, en face, un chiffre d'affaires d'abord qu'ils doivent atteindre avant de avoir les financements, c'est difficile. Donc, c'est comme ça que ni le FDFP, ni le Proparco ne m'a accompagné dans les projets. Merci, c'est aussi intéressant de voir que ça ne marche pas toujours pour toutes les entreprises en pratique. Et quand même, c'est une opportunité. Je vois des autres questions, mais je propose qu'on continue. Je donne la parole aux autres membres de notre
Private Sector Advisory Board. So I switched to English here again, and we will have time for a discussion after. So I see your questions already. So Caroline, I would like to ask you as well why you joined the Private Sector Advisory Board of the TI Opvet and why this approach is promising in the pharmaceutical sector in the partner countries. So maybe you can share your insights. The floor is yours. Thank you so much. Happy to do so. And I'm very glad to be here and to be part of this advisory group. It's very exciting. I work for Bayer. I'm based out of Berlin, and I'm, just to give you an idea, in the global affairs team of Bayer, and we look into stakeholder engagement, especially in developing and emerging countries. So I have a bit of a background in this development field, and just to give you the picture. Yes, why did I choose to join this advisory board? You could say that it was kind of out of a gap situation here at Bayer, something that you could see as problematic if you look at the overall picture of the company. A very, very big global company with 90,000 employees. We're like based in over 100 countries. And then if you zoom into Africa, the picture becomes very different because we have relatively few staff on the ground, only 1,000 Bayer employees compared to the 90,000 worldwide. And most of these colleagues are actually working in our agricultural sector. Yeah, Bayer has the big two divisions, agriculture and pharma, and most of our business in Africa, where we actually have staff on the ground and where we do training and all this, these TVET activities are linked to agriculture. This is, I think, for different reasons. And one of those reasons you can name is the high requirements in the pharma sector when it comes to education. Of course, in agriculture, it's much easier working with farmers, smallholders. It's easier to train these people and bring them to a certain level. When it comes to pharma and the production of, for instance, our family planning products, it's a high requirement for skills. And so far, we have not started actually this adventure of local production in sub-Saharan Africa. We are currently building up one transfer of family planning products to Egypt. And we think that the time is there for an activity in sub-Saharan Africa, also for family planning products. But here we really think we need to go in small steps and build up, because one of the reasons that this is the case are these training and educational topics that you need to think of. And this is, I mean, a great environment actually to talk about it. And we're very happy for Global Gateway and the Helping Hand, perhaps for our future activities in the scope of this project. Thank you, Caroline, for giving those insights. And indeed, it's quite a high profile that you're looking for in the pharma sector. And we hope that, yeah, Opvet, in the way we see it in theory, really can add value to the sector and can bring the right actors together to make it work, that also in the countries there is a lot more qualified employment potential. So thanks for giving those insights. There are quite some specific challenges, I guess, for all the sectors. And I'm also happy that we have again a different sector, the transport sector, with Menno van der Kamp. So my question to you is what challenges you are facing at Brussels Airline these days? And if you can share maybe some example where Opvet could really help and ensure that you have the workforce you need. The floor is yours.
Thank you very much, and good afternoon, everyone. Bonjour. Happy to be here. Happy to be part of this webinar as well, and maybe even more happy to be part of this initiative. Maybe some background before I go into the question. So I'm working at Brussels Airlines, and Brussels Airlines is part of the Lufthansa Group. But we at Brussels Airlines, we are like specialized in flights to Africa, so Sub-Saharan Africa as well. We have 17 destinations with almost daily flights to those 17 destinations. So there's a lot of experience. And we don't only transport passengers. I think that's also good to remember. We also transport a lot of cargo. And since we are the only airline to certain countries in Africa, we are some kind of lifeline as well for some countries. So I think this is a clear example as from the Global Gateway. From a Global Gateway perspective, some countries, some landlocked countries cannot be reached by ports, cannot be reached by train. So then aviation is the only means of transport where these countries can be connected to Europe. So we are happy to be part of that. But looking to the current situation, we see that there are some challenges. And these challenges have been there for years sometimes. Sometimes challenges are suddenly coming up. But we see the challenges also in hard infrastructure, but also in so-called soft infrastructure. And this is exactly, I think, interesting for this round as well. For hard infrastructure, let's think about airports, runways, terminals, lightnings. We have like global gateway funds. We can work with that. But I think an often forgotten aspect of development is also the soft infrastructure. So capacity building, educational and training, education and training. And I think that's why we are really happy that this initiative was started. Because maybe as an example, and then I come to a question, Martina, as well. What do we see like for concrete examples like in our fields? What we see, for instance, is that at airports we have like people working there, but they might benefit from trainings elsewhere. It's quite important, of course, like to keep the level quite high up. And we as a private company cannot really invest in public infrastructure. So public infrastructure of a country. I think it's also an illusion to rely on the funds from these countries because, well, they are struggling, some countries also with funding. So I think we should really look into ways how to combine public-private partnerships, and that's also like key of this core of this of this program, of course. Maybe 1-2 concrete examples. I was myself a couple of weeks ago in Liberia, in Monrovia. A very interesting visit as well. Wonderful to see the country itself, also the airport. But it was also wonderful to see that we as Brussels Airlines, we facilitated and coordinated also the exchange of the air traffic controllers of Monrovia with the air traffic controllers in Ghana. So there were some air traffic controllers sent to Ghana really for training over there. And they came back and they really learned a lot, and also their license got renewed and those things. Important for the infrastructure, important also for the environment, but maybe even more important for the country itself. So by doing so, we also guarantee that these countries or these countries can also continue their operations and having the direct link with Europe. And I think this is also what Global Gateway is about. So thank you very much and looking forward to the discussion. Thank you, Menno, for also putting it into a broader context. And exactly, I mean, you call it soft infrastructure, and I think this is an issue that it's often not so much considered as a cross-cutting topic when planning investments, really this HR component. And obviously, if you have to train people in a different country, this causes a lot of costs and efforts. And so maybe if we really link this skills component and integrate it into investment plannings and decision, we could
approach this challenge. And there are plenty of other challenges we heard and a lot of opportunities that we see with this OPVET approach. And we will be very excited in how it will look like in practice. So we are only at the start of this big journey. But yes, of course, we will learn more in the future. So thanks so much for all your inputs and for voicing the private sector. This is the most important for the program. So we want to respond to private sector needs. So now we learned a lot about the needs. We have now some questions in the chat, and I would like to hand over to Pauline to start the moderation on this discussion. Thank you, Martina. Je vais passer au français pour cette partie puisque on a des questions pour Madame Nobu, pour Marina. Donc, une question de Diego qui demande, donc, vous avez présenté les défis auxquels font face votre entreprise. Et face à cela, est-ce que vous développez qu'est-ce que vous développez comme stratégie au niveau du développement des compétences et est-ce que vous formez directement des potentiels employés chez vous? Merci. Effectivement, ce que nous faisons, nous formons directement parce que là, moi, je suis dans le bâtiment écologique, j'utilise une machine pour faire des blocs de terre. Et donc, lorsque j'arrive dans une localité, je recrute au moins 8 personnes autour de cette machine que je forme. Ils vont apprendre à faire la fabrication des blocs de terre comprimés stabilisés, le BTCS. Ils vont apprendre en même temps à faire le montage et après apprendre à faire les finitions. Et ça, c'est une compétence que je donne quand j'arrive dans une localité. Donc, après, mon objectif, c'est de faire une académie, l'Académie des métiers verts. Donc là, j'attends d'avoir un financement pour que désormais, partout en Côte d'Ivoire, même, il y a des gens qui m'appellent même du Burkina, du Mali, et qui veulent venir se former en Côte d'Ivoire sur ces métiers et puis repartir. Donc, j'attends d'avoir un financement pour mettre en place cette académie-là. Sinon, déjà, je commence à former depuis que mon entreprise est créée depuis 15 ans. Je forme. Je forme sur place. Et ces personnes-là, après, se mettent ensemble pour faire des micro-entreprises. Continuer les projets dans leur région. Voilà un peu. Merci beaucoup Marina pour cette réponse. Donc en fait, oui, et donc effectivement, vous développez aussi les compétences et vous formez directement les potentiels employés ça. chez vous. Je vois encore une autre question pour vous. Donc vous parliez qu'il y a une faible reconnaissance institutionnelle. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions qui sont proposées de la part du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser et mobiliser ce gouvernement ivoirien pour qu'ils accompagnent donc des démarches comme la démarche d'Obvet? C'est assez compliqué comme question. Non, mais parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense que ce sont les bailleurs qui peuvent imposer cette stratégie. Pourquoi je le dis? Parce que quand je prends le cas de FDFP, de l'AFD, l'AFD qui finance certains projets, ils doivent peut-être imposer que ça se fasse dans les matériaux locaux, comme le BTCS. Ainsi, l'État ou le gouvernement, ils seront obligés de nous appeler, nous qui sommes dans ce secteur-là, pour venir exercer. Une fois que nous venons réaliser ces projets-là, automatiquement, non seulement on fait la promotion de l'écologie, et puis en même temps aussi, on a appelé à former les jeunes aussi. Deuxièmement, c'est de faire des partenariats avec les entreprises de formation. Et là, je le fais déjà. Je suis en partenariat, par exemple, avec une école qui s'appelle Mohamed VI, qui forme les étudiants en gros œuvres. Ils les forment en gros œuvres, en carrelage, en finition et tout. Ceux-là, cette année, par exemple, j'ai formé une première vague, c'était 40, une deuxième vague, c'était 30. Donc, je les forme aussi. Donc, avec l'État, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de faire un partenariat, mais que ce partenariat-là
soit initié par les bailleurs de fonds. Pour dire oui, on vient faire par exemple 10 000 logements, mais on voudrait que les 5 000 logements là soient dans les matériaux, voilà, en BTCS. Donc, ça me donne du coup du travail et ça me donne en même temps de former les jeunes et de les intégrer. Donc, voilà un peu. Merci Marina pour votre réponse. Je pense que même au-delà des bailleurs de fonds, vous voulez mentionner les partenariats directement avec les entreprises, les investissements directement sont clés aussi. Merci, oui. Moi, j'ai une petite question. Martina, je t'en prie. Merci. Menno, parce que, in English, sorry. So, Menno, you mentioned the challenge of real co-financed projects where, especially in the context of the infrastructure in the country, where the public and the private authorities may commit to co-finance projects. And I'm wondering if you are working when it comes to this infrastructure projects and skills development, if you work together with the banking sector, with development banks, and if you use some forms of more or less innovative blended financing models. This is my question to you. Very good question, and thank you for that. I think let me start like that only since a couple of years since we are seeing like the challenges that we have some need of external help, external support. Before that, we really try to do it ourselves, and I think now we are coming to a phase that the volumes are getting bigger. We go into daily flights, but we also see that the funds of certain countries are getting so limited that we have to rely on other means, and this combined, that's also our plea that we really want to work together. We reached out to banks. Yes, we did. I myself was also at the African Development Bank in Abidjan. We reached out to the World Bank and so forth. Interesting blending facilities, but I think two criticisms on that side, critical notes on that side. It's the member state or the country itself that has to do like also the request to these banks. That also means that the country itself have to accept more or less their challenges, and that's sometimes really hard to convince to say that you are in a need of support. So I think that's important from a more cultural perspective. From a more business or commercial perspective, is it also that we see the challenges, but we cannot really, like as a private company, invest in, like I said, public infrastructure, because we will of course do it then for us. We do it for the country itself, but like our competitors, and that's how business works. Our competitors, maybe from the Middle East, will then take over the entire market, because then, of course, it's for them really, really useful to have these challenges solved. So we really have to see more on the commercial side how we can also then work together, rather than maybe looking into quick fixes that maybe turn out to be challenges in the future. Thank you. That's very interesting. I don't know, maybe Birgit, as you're working in the field of investment promotion, maybe you want to share or comment on what was said, so that I give the floor to you as well before we slowly close this discussion. Are you still with us, Birgit? I was muted, sorry. Sorry. So I was just saying that what Menno is now talking about in small scale, we are doing exactly that. That a company is leading the way and they want to do a training project in some country. And then we give the grant to do the training, for example. And also there can be a support project, like I put Normet
the mining company. That is my first chat link. And then they made a program with the local educational institution, with a Finnish educational institution that has these mining and engineering skills, that they could route those skills to that country, so that this factory of Normet will get workers, and the conditions of those workers are, of course, sustainable and decent, that we also look after, so that we are aiming at decent jobs. Aviation is also something that we exclude very little, because we are not there making the decisions for companies. If we want to integrate something with companies, we need to listen to the companies, because then they are leading the way, and we need to go along, really. Thank you, Birgit, for these insights. No, I think it remains a challenge, but maybe as you said, you are working on it, and it's clear that those partnerships and these blended financing model, apparently they are, let's say, the solution for the future. So there are plenty of other questions, and looking at the time, we also want to close and wrap up shortly. So I suggest I pick still two. I see Ignacio has quite some questions around the whole, let's say, journey of skills development, from building partnerships, from working with the training centers, just also for recruiting them. So maybe I hand over and give the floor to Caroline first for this question. Maybe you can give us some insights on the partnerships and how you make it happen that people are employed in the end. Maybe you can share some of the lessons learned. It's some questions, but yeah, maybe some highlights from your end. That would be great. Yes, I will try to give you a kind of wrap-up answer. I've been reading it in French, which I can do. It's fine. So yes, of course, we do work together with local entities for training, centre de formation, in many places. We even have our own network in the farming sphere. Our Better Life Farming Schools is a network of 400 training centers for farmers, but we also work with local entities. Our preferred mode of cooperation here is that we do this in a kind of tripartite setup with another donor in this setting, or a donor in the first place. So for instance, to give you a concrete example, we have opened up a large seed production facility in Zambia this year, the second largest investment in the country. And we've been approached by a German ministry, which has built a local training center for farmers, and they've reached out to a number of German companies for different qualifications, and we were very happy to join in and bring in our competencies there for the trainings in this context. So just maybe to give you a first idea. If I'm allowed, I would briefly touch on the second question I see here in the chat, Martina, because it's an important one. Skills are, of course, a very crucial element, but the whole framework that is mentioned here with standards and accreditation is also very, very important. Just to tell you how complex things are in many sectors, in pharma especially, we cannot produce anything without having the product registered. We cannot bring anything into the country without having the registration, and also comply with international standards. And this is demanding in many places, especially in sub-Saharan Africa, but we're working on it. Yes, thank you. Yes, that would have been the next question to take, actually. Thanks for those insights, and also for wrapping up Ignacio's questions on the partnerships and working
together with the training institutions. This remains a challenge, and we heard it now several times, that private-public dialogue and to create a framework, including the financing institutions and funds and the national level, remains key and remains also complex depending on the available ecosystem. Thanks so much for this question. Pauline, do you see any further? Yes, so there's still a lot of questions for Marina. They are quite specific though, so I would suggest maybe for those unanswered questions and suggestions and offers for collaboration, we come back to you per email as well, and we will ask Marina to answer those questions, which we will answer with a private email. So I also see a request for the contact details of Marina. This is not mine to give, of course, so I can certainly put you in touch after the event per email. I think that would be the most practical thing to do. Are there any other? Merci beaucoup, Marina. Are there any other questions for any of the speakers today? If there are none, then we can also slowly wrap up this discussion so that we don't take too much of your time. We know how it goes. That we let everyone eat as well. So for the next point, so as kind of a wrap up, thank you to all of the speakers for joining us today. That was very insightful, and we're very grateful that you took some of your time to join and to share your conclusions, share your challenges as well with us. To wrap up, I would like to ask Bart again, our dear team leader, to take the floor and share with us his main insights from the discussion. Bart, over to you. Yeah, thank you very much. So this was a very rich and interesting discussion with a lot of questions unanswered, but we still have some other webinars to come in the future, so we can continue on that. What I see is that after explaining what the OPVET, the opportunity-driven approach, can do, we have a clear insight in what it is. And we had a beautiful example of Ignacio on chat, where we had first technical assistance facility support, which is still ongoing, where we really see, and I remember what Ignacio said, what was very interesting, he said the private sector was surprised to see us when we visited them, because normally they are not involved in vocational education training. For me, that sounds like a very strange fact, but I agree that in many cases this is so. So really interesting to see that. And then also we had then different people from the private sector. Yeah, it seems to be that this skills gap is a very real and very big issue, which is very difficult to encounter by using the normal systems. We have to be honest on it that the public sector is not always doing what they're supposed to do because of lack of means. It also means, of course, that governments don't provide enough funds for it. So it's not enough a priority still for the governments in sub-Saharan Africa in general. So we need much more awareness raising, as Marina said, Van OHEL. The people have to understand that is also a very valid training, vocational training, and the private sector is the privileged partner in this. They know what skills they needed, they know what is the problem, and they can also help. And we see that almost in a private approach, that they say, okay, we really don't have the skills coming to us by the public sector training center, so we're going to train ourselves. So we see they help themselves instead of having really this, and what I see, this dialogue that would be there really much more at an institutional level, also to really look at how can we create these profitable partnerships between public and private actors. It's also the topic of the next webinar, how we can do this. I see some
some hesitation to do it, but also some not sure how we can do it. So this is, for me, a very important element as well. And then the training funds. Training funds are actually, in my eyes, the privileged way to really get this funding on board. The private sector contributes to training efforts and in a system, but what we see is that these training funds are not working as they should. So I think really we should really look into that. Also, how can we optimize these training funds? And I'm very happy that Ignacio's mentioned also as well in this FONAP in chat that there is potential. We can work with them. They have funds. People contributed already. So I see there is certainly an element we should fully integrate in our OBVET approach. So this, a bit in short, I think there are many things to say, but it's really interesting to hear really also the private sector that for them, skills is key for any successful investment in the future. And it really becomes, if I understand, a more and more critical point. So we really here at the core of the business, to say it like that, we should really take that very serious. And in the future also, we have to look to make sure that also African governments understand this fuller than at this moment. And I think the African Union has now a new VET strategy developed this year. So we really should work on this, work together with the private sector, do this together. Skilling is something we have to work on, all of us, otherwise it's not going to work. So thank you very much. Over to you, Pauline. Thank you, Bart, for your insights. Very interesting indeed to also have a wrap-up of the key points and the key challenges at hand for the future. Before I wrap up and announce to you the next webinars, I would like to ask you to shortly answer. It's a very short poll, so I will ask my colleague Capucine to please launch the poll. So yeah, just a few questions. You see it pop up on your screen. Please answer them. It helps us get your feedback as well, and it will also help us improve our next webinars, because on the next slide I want to announce to you that this is the first of a series of webinars. Donc c'est comme je le disais, donc la suite, c'est la première étape d'une série de webinaires que nous lançons ici avec la TEI OBVET. Et donc, nous sommes très heureux de vous annoncer qu'il y aura donc de nouveaux webinaires prévus. Le premier, donc, qui est sur un sujet qui nous touche particulièrement, qui est les partenariats publics-privés, qui est vraiment au cœur de l'approche OBVET. Donc, qui aura lieu le 16 octobre à midi. Donc à la même heure, et les informations vous seront envoyées bien sûr en temps et en heure. Et un deuxième webinaire qui est aussi prévu pour le 4 décembre sur le vaste sujet de l'emploi. Voilà, donc si ça vous intéresse, donc restez attentifs à vos emails. Vous recevrez donc l'invitation par email également. Voilà, donc nous sommes ravis en tout cas de vous avoir parmi nous aujourd'hui, et aussi de pouvoir vous compter parmi nous pour les prochains webinaires. Alors, si vous voulez nous joindre, donc je voyais des questions dans le chat pour avoir les contacts de certains de nos intervenants. Donc, vous pouvez nous joindre par email, donc info@teiobvet.eu. Pour nous poser vos questions. Et nous avons aussi un site web général, sur le site web de la Commission européenne. Nous avons une page où vous pourrez trouver plus d'informations au sujet de l'initiative Team Europe que nous vous avons présentée aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas accès au chat. Je pense qu'il y a, voilà, il y a plus de questions, des remerciements. Merci en tout cas, un grand merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci encore à nos intervenants,
Ça a été vraiment une discussion très intéressante. J'espère que ça vous a aussi apporté plus d'explications sur notre approche par les opportunités, Opportunity Driven Skills and VET, que ça vous a donné envie d'en apprendre plus et de collaborer. Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Encore un grand merci à vous tous. On a même terminé en avance, une fois n'est pas coutume. Ça vous laisse peut-être un peu plus de temps pour aller prendre un lunch bien mérité. Voilà, merci à vous toutes et tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci et bon appétit. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bye, Au everybody. revoir.